On va passer à Louis. Merci beaucoup, Louis, d'avoir accepté. Alors, Louis est le patron de CoreWave. Il va vous présenter son innovation. Dire quelques mots sur CoreWave, c'est un petit peu une de nos locomotives actuelles dans le domaine de la health tech. Donc, c'est une très belle fierté. Louis est un de nos meilleurs élèves parce que lui, il a franchi quand même pas mal d'étapes entre la partie R&D. Je pense que vous l'avez vu, c'est passé pas mal dans les médias. Louis a inauguré son unité de production et son usine en ville ce lundi avec plusieurs ministres qui se sont déplacés. Donc pour nous, il coche beaucoup de cases sur évidemment une réponse à des besoins médicaux qui sont extrêmement forts dans l'insuffisance cardiaque, une technologie qui est absolument de rupture dans ce domaine-là, et en plus l'ambition de devenir un acteur industriel sur le territoire français. Et en plus, il est beau et sympa, donc ça m'énerve à la fin, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour cette introduction. Merci énormément à vous tous de m'avoir invité. C'est un véritable honneur que d'être dans cette institution qui a traversé les siècles et, comme le montre votre propos liminaire, se projette encore très nettement dans l'avenir. Donc, c'est vraiment un grand honneur d'être là, d'autant plus que je ne suis malheureusement ni chirurgien ni scientifique, donc ça montre votre grande ouverture. Alors, non pas qu'on n'en a pas dans l'équipe, mais ils sont tous anglophones. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, la chirurgie intègre ce que notre ancien président qualifie et les membres du bureau de nouvelles pratiques opératoires. Voilà. Donc, vous êtes totalement bienvenue dans cette enceinte. Merci, un grand merci. Donc oui, donc on a pas mal de spécialistes, sont tous anglophones. Donc je me suis dit que ça serait un peu des chevaux de Troie ici dans ce bel écrin. Donc j'ai préféré intervenir moi-même. Alors, donc CoreWave, alors je m'excuse un peu peut-être pour certains slides qui sont peut-être un petit peu dans une logique plus d'affaires, hein, c'est des termes qu'on emploie dans ce monde-là. Donc pour faire court, notre objectif, c'est vraiment d'apporter des pompes cardiaques innovantes, en particulier aux chirurgiens cardiaques, parce que ça reste aujourd'hui des pompes qui sont essentiellement posées par les chirurgiens cardiaques pour mieux prendre en charge l'insuffisance cardiaque avancée. Et donc, on pense que l'assistance circulatoire peut rayonner au-delà de cette petite niche dans laquelle elle est logée aujourd'hui. Mais notre premier produit, c'est vraiment donc une assistance ventriculaire qui est donc de longue durée et posée de façon chirurgicale. Alors, d'un point de vue chirurgical, malheureusement, c'est très ennuyeux parce que c'est exactement la même chose que les produits existants. Vous allez trouer le ventricule gauche avec un couteau chirurgical, implanter la canule à la pointe donc de l'apex gauche, et puis après vous faites une anastomose du conduit de la prothèse sur l'aorte ascendante et vous créez en dérivation du cœur, comme ça se fait aujourd'hui. Ce qui est très innovant, en revanche, je vous rassure, si je suis là aujourd'hui, c'est quand même, il y a une raison, c'est que quand on ouvre la pompe, donc de l'extérieur, elle est très similaire avec ce qui existe aujourd'hui, c'est totalement différent. Au lieu d'avoir un rotor, comme on peut le voir sur les dispositifs actuels, vous avez une membrane qui ondule à la manière d'un animal marin, et cet animal étant prisonnier de la pompe, eh bien, au lieu de bouger, il va faire avancer le sang, et ça, c'est tout à fait révolutionnaire, parce que ça permet de reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif dans un volume réduit, ce qui est un verrou technologique depuis longtemps dans ce domaine. Donc, pour quelques chiffres sur CoreWave, donc 80 millions d'euros qui ont été levés en capital. Donc, on a la chance d'avoir un certain nombre d'actionnaires, des brevets, bien sûr, qui protègent cette innovation, et puis en réalité, 80 personnes qui travaillent pour cette société. Et on fait partie, alors je suis désolé pour cet anglicisme, donc du French Tech 120, qui est un club de start-up prometteuse. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi peut-être dans cette histoire, c'est de voir un peu le parcours de la société, et en particulier, donc la société a été créée par MD Start, qui est pour Medical Device Start, qui est ce qu'on appelle un start-up studio, c'est-à-dire en gros une structure qui aide les inventeurs à trouver un hébergement en quelque sorte pour leur innovation, pour qu'elle devienne une entreprise ou un projet à succès. Ça marche plutôt bien parce que, par exemple, donc il y a je crois que c'est un chirurgien vasculaire qui a inventé un nouveau système pour empêcher l'amputation des membres inférieurs. Quelques années plus tard, ces publications dans le New England Journal of Medicine, approbation de la FDA, PMA. Donc, vous voyez vraiment des beaux succès. Donc, si jamais des amis ou vous-même avez des bonnes idées, n'hésitez pas à vous tourner vers eux, parce que vraiment l'idée, c'est de dire
c'est super d'avoir une invention, mais quand on veut faire de l'innovation, il y a souvent toute une équipe à construire, des financements à trouver autour. Et donc, c'est vraiment le concept d'MDStar. Donc, pour revenir à CoreWave, au démarrage, donc c'est un inventeur qui n'est pas un chirurgien, parce que vous verrez, les pompes cardiaques, c'est vraiment beaucoup d'ingénierie. Donc, c'est un ingénieur des arts et métiers qui rencontre MDStar et qui lui dit c'est super, potentiellement, ta pompe pour le domaine cardiaque. Et donc, ils vont faire venir un tas de personnes. Donc, première personne, c'est un expert américain des pompes cardiaques, parce que l'industrie est née là-bas. Là, vous voyez les deux premiers employés, donc Sylvain Luquin, qui est polytechnicien, et Édouard Ilouz, qui est ingénieur des arts et métiers. Donc, on attire des bonnes têtes bien construites. Et puis, premier tour de table, donc ils font venir un grand nombre d'acteurs, dont à l'époque aussi Medtronic, que vous connaissez tous. Donc, ils arrivent vraiment à fédérer des investisseurs très tôt. En 2015, j'ai la chance de rejoindre la société donc, pour en prendre la direction. On grandit, on se déplace d'Agoranov, qui est vraiment l'incubateur typique de toutes les startups un petit peu technologiques à Paris, vers la pépinière Paris Biotech Santé, qui est logée au sein de l'hôpital Cochin. Et donc, on va y pouvoir y rester quelques années. On reçoit de nouveaux financements, notamment de Novo Holdings, qui est la maison mère de Novo Nordisk en 2016. Et puis, nous avons suffisamment de financement pour sortir de ce cocon de l'hôpital Cochin et on s'installe à Clichy. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, en fait, on commence à avoir une activité industrielle avec des machines-outils à l'époque. Et les murs sont un peu petits. Et comme il a fait référence Franck, ce lundi, on inaugurait donc notre nouveau site, et en particulier l'usine urbaine qu'on a donc sur ce site, où on a la capacité de produire 1000 pompes, ce qui fait 5 fois ce qui est implanté en France aujourd'hui, et d'aller au-delà. Donc, c'est un outil qui est vraiment pensé pour passer à l'échelle. Je vous passe rapidement sur l'équipe, juste pour dire que c'est une équipe qui est très internationale et c'est vraiment, je pense, l'intérêt du beau pays qui est le nôtre, c'est qu'on a vraiment un très beau pays qui fait rêver et qu'on arrive à attirer des talents. En l'occurrence, vous allez avoir des personnes qui ont participé à des sociétés qui ont été des très, très grands succès, qui sauvent des milliers de patients et qui sont des succès aussi économiques. Donc ça, c'est très important parce que quand on s'attaque sur une innovation, il faut avoir une équipe qui l'a déjà fait. C'est comme vous, si vous avez une chirurgie un peu compliquée, vous n'allez pas laisser juste votre interne qui débarque la réaliser. Donc, derrière, on a une équipe qui est extrêmement solide au-delà de cette équipe de direction. Donc, vraiment, je faisais référence tout à l'heure, donc des ingénieurs qui sont formés dans les meilleures écoles. Et tout ça est très important. On est sur l'insuffisance cardiaque. Alors, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. Vous connaissez ça bien mieux que moi. Simplement, pour donner quelques chiffres qui sont récents. Donc, c'est 64 millions de personnes en réalité dans le monde. C'est les derniers registres qui sont tenus qui sont publiés dans le Lancet et qui sont financés par la fondation Bill and Melinda Gates. Donc 64 millions de personnes dans le monde, entre 1 et 2 en France. Les données qui sont intéressantes en termes de survie, ça c'est des données écossaises, donc c'est des grands registres où ils peuvent comparer notamment avec le cancer. Donc on arrive sur un taux de survie malheureusement qui est simplement de 50% à 5 ans, donc un patient sur 2 qui meurt après le diagnostic, donc c'est pire que la plupart des cancers. Et donc après un lourd fardeau au quotidien, vous avez peut-être entendu parler de cette campagne qui a été lancée par la Société française de cardiologie. Donc, avec ces acronymes EPOF, essoufflement, EPOF, prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Donc, c'est les fameux symptômes de l'insuffisance cardiaque. Mais au-delà de ça, évidemment, pour les patients, c'est un terrible fardeau, mais je ne vais pas vous m'attarder là-dessus. Vous connaissez ça très bien. Donc, simplement pour revenir à ce qui existe aujourd'hui sur l'insuffisance cardiaque avancée, donc vraiment dans les stades les plus avancés, quand les médicaments ne sont plus efficaces pour ralentir la progression de la maladie. On arrive donc avec ces implantations de pompes longue durée. Aujourd'hui, il n'y a qu'un produit qui est sur le marché, c'est le Abbott HeartMate 3 de la société américaine. Et donc, l'implantation que j'ai décrite tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de taux de survie, aujourd'hui, à 2 ans, on est similaire à la transplantation cardiaque. C'est pour dire à quel point ces dispositifs ont vraiment beaucoup progressé. À 5 ans, maintenant, on est à 60% de taux de survie pour des patients qui sont condamnés à 1 an. Donc, c'est vraiment une belle prouesse à la fois des équipes chirurgicales et de l'industriel qui a développé ce système. Mais il y a des mais, parce qu'évidemment, sinon, probablement que ces dispositifs seraient plus implantés. Le premier problème, c'est qu'on continue d'avoir des réhospitalisations qui sont assez élevées. On est à 2,2 réhospitalisations et ce n'est pas des petites réhospitalisations par patient année. Et ensuite, les symptômes de l'insuffisance cardiaque restent présents parce que les pompes sont un petit peu idiotes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'adapter au niveau d'activité du patient. Et enfin, la récupération myocardique est extrêmement rare. On a seulement 1% des patients. Alors, tout ça est en grande partie lié au flux qui est non physiologique des dispositifs actuels. Évidemment, le cœur, c'est comme une sorte de pompe volumétrique extrêmement sophistiquée. Et donc, les premiers dispositifs qui ont été réalisés essayaient un peu d'être dans cette logique-là. Et on avait une belle pulsatilité, une belle hémocompatibilité. On n'avait pas un certain nombre de complications qui sont arrivées avec les nouvelles pompes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ces nouvelles pompes?
enfin l'industrie les a mis sur le marché, c'est parce qu'elles sont petites, donc il y a beaucoup moins de complications post-opératoires. On perd à peu près 20% des patients sur table à l'époque. Je me dirige vers le professeur Loisance qui a bien connu ces dispositifs. Et puis, il y a des problèmes de durabilité, c'est-à-dire qu'on perdait à peu près 65% des patients à 2 ans. Donc tout ça a été quand même très problématique. Donc l'arrivée de ces petites pompes ont vraiment fait un saut en termes de survie, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Mais toutefois, bon, on se retrouve avec un certain nombre de complications qui sont en grande partie liées à ce débit non physiologique. Et donc, vraiment, l'ambition de CoreWave, c'est de réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois cette première génération de pompes qui était volumétrique, qui était vraiment dans la logique de reproduire fidèlement l'action du cœur natif, et tout ça dans un volume d'une petite pompe qui soit fiable. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a une technologie de rupture. C'est quelque chose, en gros, on a les pompes depuis la haute antiquité, les Égyptiens et les travaux d'irrigation dans le delta du Nil. Toujours des deux grandes technologies, c'est les deux technologies qu'on a vues. Et là, donc, cet ingénieur des arts et métiers a inventé vraiment une technologie de rupture, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des pompes volumétriques, dans des sacs qu'on comprime ou des pompes rotatives. On va être donc sur une pompe qui reproduit vraiment le mouvement ondulatoire des animaux marins. Et bon, c'est pas pour le fun, entre guillemets, qu'on fait ça. Surtout, le gros intérêt, c'est qu'on a une large plage d'opération, alors qu'aujourd'hui, les pompes sont vraiment limitées en termes de possibilités de couple débit-pression, faible force de cisaillement, ce qui est très important, évidemment, pour protéger et limiter les dégâts sur le sang, une pulsatilité haute fidélité, dont retrouver des états de pression aortique de l'ordre de 30 mm de mercure, et puis un débit qui peut s'autoréguler, puisque la membrane fait office de capteur, donc on est capable de suivre en direct le rythme cardiaque du patient, et donc de moduler le niveau d'assistance pour ce dernier. Donc, ce qu'on vise, alors, pardonnerai le format un peu comprimé, on ne prend pas tous les éléments scientifiques qui sous-tendent tout ça, mais en fait, les deux générations la première génération et la génération actuelle se sont chevauchées, donc on a quand même une bonne compréhension de potentiel de réduction des complications, de l'amélioration en termes de capacité d'exercice, de récupération myocardique, et enfin, évidemment, d'avoir une gestion allégée des patients, puisque moins de patients qui reviennent à l'hôpital, et aussi la capacité de mesurer facilement leur tension. Alors, rapidement, pour voir à quoi ça ressemble, cette technologie un peu d'ingénierie. Donc là, on ouvre la pompe. Vous avez une membrane qui ondule de haut en bas à haute fréquence, on est à peu près à 60 Hz. Et donc maintenant, si on ouvre encore un petit peu, vous avez deux bobines, une bobine en haut, une bobine en bas. Et donc, on va faire passer un courant électrique et ça va émettre donc un champ électromagnétique qui va osciller de haut en bas. Et c'est comme ça qu'on fait osciller la membrane. Et donc, à ce moment-là, la membrane va, le bloc membrane, et on fait aussi le bloc membrane. Et en l'occurrence, la membrane va commencer à montrer cette oscillation. Et donc, elle va pomper le sang. Et cette oscillation, on va la moduler en fonction de l'activité du cœur. Ce qu'on va voir dans quelques instants. Voilà, quand on détecte le début de systole, eh bien, on va accélérer l'ondulation. Et en diastole, on réduit, ce qui permet vraiment de faire ce qu'on appelle de la copulsation. Alors, je vois qu'il me reste 25 secondes. Je n'ai peut-être pas le temps de passer sur on n'est pas là. Donc, je prends en tête à quelques instants pour vous montrer en clinique comment cela peut se traduire. Donc là, c'est ce que vous voyez avec les pompes actuelles. Donc, alors c'est un peu des choses de cardiologue, mais vous avez une boucle volume-pression. Vous voyez qu'en fait, le cœur est un peu mis sur le second plan. C'est vraiment la pompe qui fait tout le travail. Et on a des phénomènes non physiologiques comme les valves qui restent fermées. Et surtout, ce qu'on voit au niveau du système aortique, donc là, en l'occurrence de l'aorte, la ligne rouge que vous voyez là, c'est la pression aortique, et bien, elle est complètement plate alors que le patient est en vie. Et c'est lié au débit continu essentiellement de ces dispositifs. Et ce qu'on voit en dessous, c'est qu'en réalité, ils ne font pas tout à fait continu, ils font un peu erratique pour essayer de laver le ventricule. Mais tout ça, in fine, un résultat qui est complètement insignifiant d'un point de vue clinique. Et donc, la grande différence avec CoreWave, c'est qu'on revient sur des boucles pression-volume qui sont beaucoup plus physiologiques, avec des pressions, notamment au niveau du cœur, qui vont être beaucoup plus physiologiques, les poumons qui vont être quelque part, travailler contre moins de pression, la valve qui s'ouvre à chaque battement cardiaque. Et puis surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est cette belle sinusoïdale que vous voyez sur le tracé rouge, qui est donc cette pression aortique qu'on retrouve à un niveau basal pour des patients donc, qui sont plutôt aux alentours de 30 mm de mercure. C'est comme des patients d'insuffisance cardiaque, mais donc avant l'implantation du dispositif. Et tout ça est possible grâce à cette belle sinusoïdale de variation de débit de la pompe qu'on voit en bleu, qui va donc permettre de passer de 0 à 15 en quelques secondes, et tout ça synchronisé avec le cœur. Alors,
évidemment, c'est les projets de pompe cardiaque, c'est peut-être avoir ça en tête. Je vous ai parlé tout à l'heure du HeartMate 3. Le HeartMate 3, c'est 17 ans de R&D avant de rentrer en clinique. Donc, vraiment, c'est un peu l'Himalaya des dispositifs médicaux. Et vraiment le gros cap à passer qui est difficile, c'est chez l'animal. Donc, on n'est pas comme sur les valves cardiaques où c'est souvent en 6 mois, c'est plutôt jusqu'à 90 jours, ce qu'on fait dans notre domaine. Et donc, on regarde un retour aux valeurs de base de l'hémoglobine libre, mais aussi, c'est ce que vous voyez dans les belles photos ici, c'est-à-dire l'absence de thrombus et de caillots au niveau de la pompe, ce qui a nécessité beaucoup de recherche et développement, parce qu'il y a de nombreuses jonctions où on doit jouer avec tout ça pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et bien sûr, au niveau de la mécanique des fluides, pour éviter des zones de stase. On a aussi fait des modèles d'animaux ovins avec une insuffisance cardiaque et on montre que la pompe est capable de se synchroniser avec le cœur. Et tout ça est fait donc sans anticoagulation post-opératoire. Donc on se met vraiment dans le cas du pire. C'est ma dernière slide. Donc là, voilà, c'est tout simplement pour vous dire que, évidemment, on peut se dire que potentiellement la membrane devient l'élément faible de ce système. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, on a des tests en durée réelle de plus de 2 ans en accéléré qui nous prédisent même des centaines d'années, ce qui on peut douter peut-être de nos modèles, mais en tout cas, voilà, ce côté-là est assez couvert. Merci beaucoup de votre attention et désolé d'avoir débordé de quelques minutes. Un, deux, trois, voilà. Merci. Je vous propose d'organiser la discussion de la façon suivante. C'est-à-dire une première partie, je vais qualifier de physiologique, et puis une deuxième partie plus clinique. Et je ne veux pas me permettre de commenter les choses d'un point de vue physiologique. J'ai en face de moi une référence, professeur Daniel Loisance, et je vais lui confier cette partie de la discussion. Ah bah, il a le micro. Non, mais ça marche. Ça marche. Oui, ben, bravo pour cette très belle présentation. Très honnêtement, c'est l'histoire de Corway est une très belle histoire. C'est parti du brevet de Jean-Baptiste Brevet et qui a abouti à 2 produits, Corway et puis un moteur de bateau, Phoenix, voilà, Phoenix, moteur électrique pour remplacer les moteurs hors-bord standard. Alors, l'avenir de Corway est en fonction des premières études cliniques qui vont être faites. Et il y a deux points critiques sur lesquels la communauté, aussi bien française qu'américaine, nous attend. La première, c'est quel est le taux de complications thrombemboliques? Est-ce qu'on va faire mieux que ce que fait HeartMate 3? Ça demande d'être vérifié par une étude clinique bien faite. Et le deuxième problème, c'est celui de la durabilité de la membrane. Là, vous avez testé sur 2 ans. Actuellement, les HeartMate 3 fonctionnent beaucoup plus que 2 ans sans aucun... Vous pouvez préciser HeartMate 3? HeartMate 3, c'est la pompe centrifuge, oui, qui est le concurrent direct du produit développé par Deliner. Voilà, pour que tout le monde ait bien compris. Et HeartMate 3, aujourd'hui, on a une très grosse expérience. On a 35 000 malades implantés pour des périodes qui vont jusqu'à 5 ans, avec des résultats qui sont à 2 ans comparables à ceux de la transplantation cardiaque. Donc, c'est vraiment un game changer dans la prise en charge d'une insuffisance cardiaque avancée. Alors, est-ce que Corway va faire aussi bien? Ça demande d'être vérifié. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est d'entreprendre une étude clinique très, très bien faite. Alors, si je peux me permettre une question, c'est quand est-ce que vous allez faire le premier First in Man? Où est-ce que vous allez le faire? Et comment vous prévoyez l'évaluation clinique de la prothèse? On a prévu 3 essais cliniques. Mettez-vous s'il vous plaît en mode avion pour le rôle de vous connaissez.
Et en l'occurrence, je suis très intéressé à deux volets. Le premier, c'est les événements emboliques. Et donc, on va notamment regarder un certain nombre d'éléments de facteurs prédictifs par exemple, sur la santé vasculaire, des patients, donc la rétroparentie. On va regarder aussi le vendement de facteurs qui est prédictif du élément intestinal, qui reste une des grosses complications des sexuelles, comme même le mouvement de l'armée-3 à l'expansion. Pardon. Alors, je pense. En visio, on n'a pas de son. Bon, excusez-moi. Oui, ah oui, c'est mieux. Je vais essayer de reprendre. Donc, oui, trois essais cliniques qui sont prévus. Le premier, c'est un essai clinique de faisabilité où on va regarder la sécurité du dispositif et le critère de jugement principal, c'est la sortie du patient à 30 jours de l'hôpital et qui soit en vie, qui est vraiment souvent dans l'assistance circulatoire un cap assez déterminant. Et on regarde par ailleurs un certain nombre d'éléments prédictifs de complications plus tardives. Donc, le professeur Loisance évoquait les complications thromboemboliques qui sont quand même bien réduites aujourd'hui. On est alentour d'AVC 8-10% chez les patients et les thromboses de pompe ont complètement disparu. Donc, c'est quelque chose qu'on veut au moins égaler et voire dépasser. En tout cas, dépasser dans le sens baisser encore le taux. Il y a un certain nombre de choses qui nous font penser qu'il y a encore du progrès possible, notamment réduire les stases qui sont à l'intérieur du ventricule, améliorer la santé vasculaire, parce qu'aujourd'hui, le système neurosympathique de ces patients est complètement perturbé par l'absence de pulsatilité. Et donc, on pense que tout ça peut potentiellement encore réduire le niveau de complications à ce niveau-là. Et il y a d'autres complications qui sont bien documentées, comme les saignements intestinaux, qui sont très importants aujourd'hui, qu'on pense pouvoir améliorer, à la fois en préservant le ventre diluant, qui est une protéine, comme vous le savez, en le plasma, qui joue un rôle clé, et tous ces patients sont déficients en ventre vibrant, mais aussi en préservant la pulsatilité qui est démontrée comme ayant un rôle important. Donc ça, c'est le premier essai clinique. Deuxième essai clinique donc en Europe pour obtenir le marquage CE. Et troisième essai clinique aux États-Unis, donc randomisé 2-1 versus le HeartMate 3 pour obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Ce qui est intéressant de noter, parce que vous aviez pas mal de réflexions sur le remboursement au début de cette discussion, aux États-Unis, quand on lance un essai clinique, on peut potentiellement obtenir ce qu'on appelle une catégorie B, donc un remboursement, alors même que le dispositif n'est pas encore marqué, ce qui sera notre cas aux États-Unis. Donc, il faut imaginer que pour une pompe cardiaque, ça représente quand même $100 000 par patient implanté de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas neutre. C'est le cousin plus efficace, je dirais. Simplement, j'ai entendu parler tout à l'heure de production de 1000 par an, c'est ça? C'est actuel? C'est-à-dire que vous êtes rentré déjà dans un processus d'industrialisation sans avoir de perspective immédiate de remboursement. J'ai bien compris. Ah oui, je peux parler encore là-dedans. Oui, non, en fait, effectivement, je pense que ce qui est clé à avoir en tête, c'est que les assistances circulatoires sont des dispositifs très, très complexes à assembler, à fabriquer. Et donc, si vous n'avez pas les procédés de fabrication qui sont complètement rodés avant de rentrer en essai clinique, vous ne savez même pas ce que vous testez. Et donc, vous avez pu le voir sur d'autres dispositifs, il y a parfois des surprises et c'est beaucoup lié à un manque de maîtrise de l'industrialisation. Donc, pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est ce qu'on fait même Abbott, quand elle rentre en essai clinique, elle arrive avec un produit industrialisé, elle n'arrive pas avec un proto mal ficelé. Et donc, après, nous, on a dimensionné la salle blanche et tout notre espace de production pour monter jusqu'à 1000 assistants circulatoires par an. Aujourd'hui, on est en dessous de ça. On n'a à la fois pas le nombre de personnes pour le faire et toutes les machines dupliquées pour le faire. Mais en revanche, les procédés sont vraiment pensés pour être passables à l'échelle et reproductibles avec le moins d'intervention humaine possible, parce que c'est vraiment ça qui fait derrière. J'ai bien compris. Et vous allez vous comparer à quoi dans l'essai clinique? Au HeartMate 3, donc la fameuse la pompe qui est randomisée. Voilà. Alors randomisée 2-1. Bravo. Jean-Claude? Pas de commentaire. Est-ce que au niveau des indications, des niveaux d'indication, niveau de gravité de l'insuffisance cardiaque, les choses pour être comparées, j'imagine qu'évidemment dans les deux bras, ça va être les mêmes, mais
Oui, non, tout à fait. Ça va être les critères d'inclusion assez typiques qui sont un certain niveau de fraction d'éjection, etc. Alors, cependant, souvent dans ces essais cliniques, on n'inclut pas ce qu'on appelle les Intermax 1 dans le jargon, c'est-à-dire les patients les plus malades, parce qu'on ne sait pas tellement si Évidemment. on teste la Ma question, patient. c'était finalement par rapport à l'expérience que développait tout à l'heure M. Loisance, est-ce qu'on n'a pas tendance devant les bons résultats, comme ça a été le cas pour d'autres implantations cardiaques, de prendre des indications, ou même pour les greffes du pancréas, ça n'a rien à voir, mais c'était exactement le même style d'observation, les prendre un peu plus tôt? Alors oui, je pense que c'est vraiment tout l'enjeu. Notamment, Abbott va lancer un essai là-dessus pour pouvoir aller vers les Intermax 4, 5, donc en l'occurrence, c'est les moins malades. Et pour référence à ce que disait le professeur Loisan, c'est-à-dire que les résultats sont énormément améliorés. Donc se pose la question du risque-bénéfice pour des patients qui sont moins malades. Oui. Hubert Joannet, Daniel Loisance. Oui, vous avez testé votre matériel sur des gros animaux. Est-ce que vous pouvez utiliser des modèles numériques de cœur insuffisants pour tester votre matériel? Et si oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait, quoi? Oui, en fait, on l'a fait. Parce que les données que je vous ai montrées tout à l'heure sont des données justement entre le numérique et le physique, ce qu'on appelle des circuits mock-loop en anglais, où en fait, on va vraiment reconstruire un jumeau numérique, c'est-à-dire ou en l'occurrence presque physique, d'un patient. Donc, on est parti d'un patient ARTME 3 qui est suivi à l'Université de Colorado, et on a reproduit tous ces paramètres hémodynamiques, quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire sur le modèle animal, hein, clairement. Et après, on lui a implanté une pompe Corwell. Donc, on a montré vraiment la différence. Et la différence que vous avez vu, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de physiologie. Donc, ça, on l'utilise au maximum. Simplement, c'est vrai que sur notre type de dispositif, quand même, comme on est avec le sang, il y a vraiment des limites sur des choses qu'on peut faire sur ce type d'outils numériques. On l'utilise à fond, hein. C'est-à-dire que vraiment une personne qui est très importante chez nous, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse à Polytechnique sur la modélisation numérique du sang, et donc il est clé chez nous. Cependant, si vous faites confiance qu'à ça, c'est l'assurance de se casser la gueule en clinique, parce qu'il y a quand même des phénomènes que vous n'êtes pas capable de voir sur les modèles numériques. D'une part, c'était la question tout à l'heure de Gérard Brabant, c'est que c'est la différence entre une photographie et le film. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez l'état en numérique pur, mais vous n'avez pas l'évolution fonctionnelle. Je pense que c'est ça la limite. Alors, je dirais que la limite aussi est liée au phénomène de thrombose qu'on peut observer chez l'animal, qui sont quand même, c'est quand même des choses très fines à quelques microns parfois sur les tolérances des pièces. Et ça, en fait, entre le modèle numérique où vous dites, bah voilà, je fais la pièce, et la réalité, il y a quand même un monde qui fait que ça fait. Dernière question ou commentaire, Daniel Loisance. Oui, j'ai été très surpris de voir que vous ne parlez pas du tout de Nemo. Vous avez un prototype d'assistance gauche qui est encore plus innovant que ces systèmes utilisés partout, et pour lequel la concurrence actuellement est nulle. Donc, ce système Nemo consiste à aller rentrer une canule par voie percutanée dans l'oreillette gauche, amener le sang sur cette membrane ondulante et de le réinjecter dans une artère sous-clavière. Donc, c'est un système qui est beaucoup moins agressif, qui s'adresse à une population de malades qui est beaucoup plus nombreuse. Ce sont tous les malades qui sont très gênés par l'insuffisance cardiaque et qui ne sont pas encore sur le point de mourir. Et donc, ils sont beaucoup plus nombreux. Et le gros avantage de cette prothèse, c'est qu'elle permettrait de retarder le stade d'invalidité du patient. Donc, ça serait une approche thérapeutique complètement nouvelle pour une population de malades qui est complètement négligée aujourd'hui, mais qui est la plus nombreuse. Et dernière, je le redis à nouveau, il n'y a aucune concurrence sur cette approche-là. Vous avez une minute pour répondre au professeur Loisance. Oui, tout à fait. En fait, en révisant le diapositive, je me suis rendu compte qu'elle avait été mise dans la première slide de derrière, et que c'était probablement dommage de ne l'avoir fait. Et nous, on croit beaucoup en Nemo. Quand je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'assistance circulatoire, elle occupe qu'une petite niche, alors qu'elle devrait occuper une grande place. Je pense que ce qui va être clé, c'est de réduire les complications, d'améliorer le service rendu, mais aussi de vraiment réduire le côté invasif de ces dispositifs. Et c'est tout à fait ce que propose Nemo. Après, en termes d'industriel, on multiplie les risques, c'est-à-dire que c'est quand même une approche chirurgicale différente. C'est un produit qui n'existait pas sur un marché qui n'existe pas, donc ça rend les choses plus risquées.
mais le potentiel à la fois médical et économique est décuplé. Et nous, on le voit vraiment comme le deuxième étage de la fusée CoreWave qui permettrait à la société de prendre une ampleur beaucoup plus considérable. Le premier produit, par les chiffres, c'est un potentiel de… Voilà, aujourd'hui, le marché de 700 millions, c'est ce qu'on appelle un winner take it all, c'est-à-dire que le meilleur produit gagne le marché, et probablement ce qu'on a vu avec l'Orphan 3. Donc, on peut aller sur ce type de chiffre d'affaires-là, ce d'autant que l'accès au marché est relativement simple, il y a peu de centres qui existent, et puis les remboursements sont existants. Et le deuxième produit, c'est vraiment ne plus aller sur les 10%, enfin les 5% des 10% des patients les plus malades, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui l'assistance circulatoire, et donc le potentiel est décuplé. Merci. Merci Louis.